J'ai même pas regardé, je sais même pas si ça existe, mais un avion qui fonctionnerait au nucléaire. VHS, c'est les... Ah non, t'es sérieux? Ah, il est sérieux? Est-ce qu'on avait besoin de la lumière? On avait du feu? Bah non, suffisant amplement. Aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas meilleur timing que pour lancer un nouveau produit, un concept. Comment ça va les gars? Ça va, Romain Laneri? Ça va, ça va. Ça va très bien, j'ai rien à faire aujourd'hui, donc ça va toujours moi quand je prépare pas des sujets. Et comment ça va les Speakizos qui nous regardent sur la chaîne YouTube? Parce qu'on est Enfin, sur YouTube maintenant. qui nous regarde. Il se trouve que le dernier qui a fait un sujet, il a pas été filmé, mais après... Ah là là! Aïe, aïe, Non, aïe, mais aïe, je vous laisse, aïe, je aïe, vous aïe. laisse Non, parce juger, que non mais on est quand même trois connards toutes les semaines à être là genre oui l'économie des créateurs c'est vachement important. On n'appuie pas sur Rec. C'est bon, Ouais, il y a une ouais, caméra, c'est on n'a pas appuyé sur Et Rec. c'était celle de Romain en plus. Et qui c'est parlait pendant tout pas comme l'épisode. si Influx 3 m'avait dit t'es sûr que tu veux pas qu'une personne appuie sur... Et c'est bon, on peut appuyer, on a une caméra chacun, on peut appuyer sur Rec. Et ben non. C'était Voilà. surestimé, vraiment. Donc cette Écoute- fois-ci, c'est bon. On a les 3 caméras. Ça règle. 1, 2, 3, c'est bon. Déjà on a les trois caméras et surtout on a un autre truc les gars. Est-ce que vous savez ce que c'est? Je ne sais pas. Je te laisse nous dire. On a du recul. Parce qu'aujourd'hui, le sujet, c'est justement d'avoir le recul sur des inventions du passé. Je me suis plongé dans un truc qui m'a intéressé, c'était de voir quelles sont les inventions qui ont été absolument incroyables, qui, à leur époque, quand elles sont sorties, étaient sous-cotées de malades. Sujet simple, mais rigolo, et je me suis dit que ça peut être utile quand tu te mets à juger des innovations d'aujourd'hui ou ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, de voir un peu comment d'autres gens ont pris des innovations avant. Ça, je suis assez curieux. Puis on a tous ce syndrome humain de dire moi j'avais inventé Uber avant Uber. Oui, Tu vois? Et C'est finalement, à l'époque, il y en a qui l'avaient fait, c'était beaucoup trop tôt, où personne n'y croyait. Et aujourd'hui, c'est banger et absolu. je peux le dire aussi pour les gens qui écoutent Speakeasy depuis longtemps, parce que dans Speakeasy, il y avait avant Léo Duff, qu'on embrasse, créateur. Il y en a un que j'ai mis exprès pour Léo Duff. C'est une attaque, tout simplement. N'hésitez pas à rester jusqu'à la fin. La 5e va vous étonner. C'est parti? Eh ben, On commence allez, j'ai hâte. Écoute, numéro 1, tout simple, la machine à écrire. La machine à écrire, c'est sorti en 1870. Aujourd'hui, on le voit un peu comme l'ancêtre logique de l'ordinateur, évidemment incroyable et tout. Mais quand c'est arrivé, donc dans les années 1970, c'est un objet qui est complètement moqué. Ah ouais? Ouais. Et alors attends, on est à l'époque où du coup, ça se faisait comment quand tu le tapais pas sur une machine à écrire? Ah bah À frérot, la main, quoi. tu écrivais quoi. Ouais, c'est tout. Mais Bah. genre, il y avait... Attends, je pose des questions cons. Non, non, hein, je t'en mais... prie, je t'en prie. vas-y. Il y avait pas de stylo bic. Si. C'était encore du coup Stylo bic, que les stylos c'est à plumes et tout ça. Stylo Bic, c'est 1950, je crois. Oh putain, et j'adore quand... Et là, tu régales, crois. Paul. Ah oui, t'as raison. Moi, j'adore quand il sort des bangers comme ça. Non, il a raison. Non, oui. En fait, Exact. j'ai vu une vidéo J'ai sur les l'impression stylos d'être avec Bic, ce Emilien week-end. sur les 12 coups de midi. J'adore, vraiment. Buzz, Paul, Ça me buzz. régalerait. Il faudrait qu'Emilien vienne. Il Ah ouais. n'interagit pas. Juste, il lève la main à chaque connerie. Oh. C'est-à-dire toutes les Mon 10 rêve. secondes. Il se Ça lance serait sur Twitch en incroyable. plus, j'ai vu. Ouais. Bien sûr, ça Mais juste serait pour ouf. faire des actually, Ça serait les gars, en fait, les stylos alors- Bic, c'était en 1950. Je Ça vérifie, dépend vas-y. dans quelle région, parce qu'il faut savoir que bah t'es mort. Non, écoute, je vous raconte quand même l'histoire que j'ai notée. Oh, Donc- c'est 50 piles. 1950, je suis chaud. Ça y est, Paul Barbosa, C'est bon. 12 coups de midi prochainement avec Jean-Luc Reichmann. Allez, je m'inscris, c'est parti. Donc les premiers modèles sont chers, encombrants et bruyants, et les journaux parlent d'un jouet de bureau inutile. Donc résultat, les ventes stagnent au début. Pourtant, dans les décennies qui suivent, la machine à écrire transforme évidemment totalement le monde du travail. Elle va créer la profession de secrétaire, ouvre massivement le marché du travail aux femmes et change la vitesse de production des textes. Bah oui. Voilà. Mais au début, c'était un jouet dont tout le monde se foutait. Ça n'avait aucun intérêt pratique de productivité. C'est-à-dire, du coup, dans la presse, il y avait des gens qui se Bah, moquaient il y de ça. avait des reviewers tech à l'époque, faut croire, dans des journaux, tu vois. Mais en fait, c'est assez marrant. Et moi, ça m'a fait rire parce que on a le cas encore aujourd'hui, dès qu'il y a un peu une nouvelle invention qui est en train de percer en entreprise, mais pas encore, où on voit pas les gains de productivité tout de suite. Mais Tu vois ce que je veux surtout dire? qu'il y avait déjà des journaux. Donc à quel moment ça ne pouvait pas être utile? Ouais, c'est ça, je comprends pas. Je comprends pas comment ils faisaient déjà à l'époque à rédiger des journaux. Enfin, c'était de l'encre sur... C'était des rouleaux, Exactement, quoi, ouais. des rouleaux. Ouais. Mais du coup, pour rédiger, tu te dis... Enfin, je sais pas. Forcément, c'est plus rapide qu'à la main. C'est ce que je me dis aussi. Pour faire un E, c'est quand même plus rapide d'appuyer que de Oui. le faire à la main. J'arrive pas à comprendre. Oui, pourquoi ça serait moqué, ouais. Mais bon, c'est un peu comme à l'époque de BlackBerry où les gens ne pensaient pas qu'on allait être plus rapide et plus efficient à taper sur un écran tactile. Ils pensaient qu'il fallait encore enfoncer des touches pour être plus rapide que de taper son SMS sur un écran tactile, quoi. Les gars, vous savez, ce qui m'étonne, c'est qu'il y a des gens qui laissent des milliers d'euros sur leur compte courant et ça dort. Ouais, et la banque se régale. Tu kiffes la finance maintenant, Paul? Peut-être pas encore à votre niveau, mais je kiffe ne pas perdre l'argent que j'ai durement gagné.
Henri, faut que Oui. Paul ouvre un compte Trade Republic. Je suis 100% d'accord. Vends-lui. Trade Republic, Paul, c'est une banque mobile qui te fait gagner de l'argent à chaque achat avec leur carte Mirror. Tu gagnes 1% de SafeBack sur les paiements éligibles et ils sont automatiquement investis dans ton plan d'épargne que tu auras configuré. Et en plus de ça, tout l'argent qui dort sur ton compte courant et en attendant d'être placé te rapporte 2% brut annuel. Comme ça, automatiquement, Trade Republic a une licence bancaire complète et les dépôts sont protégés jusqu'à 100 000 euros. Je suis pas encore millionnaire, donc ça coûte combien? Tu peux investir 10 euros ou 100 euros, c'est pareil. Pas besoin d'être millionnaire, je te rassure, pour commencer à faire fructifier son épargne. L'ouverture de compte est gratuite, elle, et leur business model est uniquement basé sur des frais de 1 euro. Que tu investisses 100 ou 1000 euros, c'est pareil. Non, on s'occupe de tout, Paul. Ouvre simplement ton compte avec le lien Trade Republic qui est dans la description. Bon, allez, c'est bon, je le fais. Merci les gars. On continue? Allez, hein. On va continuer avec Surprends-nous. un des objets préférés de Romain Lannéry. Oula. Ah, Attends, je veux deviner. C'est un très gros objet. Ah, une voiture. tu peux. C'est un très gros objet. Ah, un jet? Bah non, alors il n'y a plus rien qui m'amuse. C'est quoi? Un avion? Oui. C'est ça? Ah oui, c'est sympa. Ouais, C'est vrai que j'aime privé. bien. Non, ça je m'en fous. Mais voyager, Ok. par contre, Ah, vas-y. Ça va m'énerver. Je pense que je quoi vais rien comprendre. Je vais juger ces gens. Vas-y. Alors, on va parler du Concorde. Ah oui, d'accord. ok. Le Concorde. C'est Le Concorde. Le Concorde. Le Concorde. Qu'est-ce qu'il y a, Romain, là Ah, rien, il n'y a rien qui va. Non, il n'y a rien. Ah bah vas-y, non mais attends, T'es triste tu connais Ah l'histoire. bah évidemment, tout était là pour qu'on ait un avion supersonique, on avait la tech et autres, et non, parce que ça fait Pourquoi trop ça a de... flop, en fait? Bon, ça fait trop de bruit, c'est trop énergivore, Ça polluait beaucoup, ouais. ça pollue, voilà, c'est C'est ça. pas très rentable. Puis il y a eu aussi des accidents mortels, non? Si je me trompe pas. Bien sûr. Dont un gros C'est qui a flop? qui a finito la Ouais. carrière Ouais. du Concorde globalement. Mais histoire de fou, quoi. Et Toi, pour t'aurais raison... pu le prendre, par exemple, comme tu étais. Ah, j'aurais adoré. Ouais. J'aurais adoré. J'ai jamais eu la chance d'eux, mais j'aurais adoré. Et pour moi, c'est exactement comme si aujourd'hui, on disait la Formule 1 pollue, faut la supprimer. Ok, donc en fait, tu supprimes toutes les innovations qui découlent de la Formule 1. D'accord. Donc ça veut dire que les Alors, voitures de en demain. sachant qu'il n'y avait pas que l'écologie, c'est que c'était pas rentable du tout. Quoi. Bien sûr, C'est-à-dire que- mais au-delà de comme, ça, oui. comme tout projet incroyable. T'as déjà Comme- démarré un projet novateur de fou qui soit rentable J1. La Non. Formule 1, si t'as pas de sponsor, c'est pas rentable. Combien d'écuries manquent de mourir chaque année en Formule 1 ou dans d'autres sports extrêmes et tout. Je suis juste frustré qu'on n'ait pas pu aller plus loin. C'était En français, fait, en plus. Comment? C'était Bien français, sûr, bien c'est sûr, bien français. sûr. Mais non, mais Ça, c'est fou. tout est fou, quoi. Il y a des ingénieurs qui ont travaillé à Istres, là où il y a Airbus. Franchement, c'est un projet de fou et c'est ultra frustrant que par des. Moi, je suis pour le fait qu'on continue d'innover et qu'on se dépasse à chaque fois et autres. Et je trouve que souvent, les projets novateurs tels que le Concorde auraient amené plein de technologies qui auraient sûrement, et j'en suis persuadé, permis d'être plus efficient dans l'avion de demain, de pouvoir avoir d'autres technos, parce que ça aurait été un vecteur de croissance et de... Est-ce qu'on en avait et- besoin? T'as jamais besoin de ça? Est-ce qu'on a besoin d'un avion? Bah non. T'en as pas besoin. Non, mais d'un avion qui... Non, mais- Bah, c'est une question que Non, je mais me pose, genre. d'un avion tout court. Les humains Oui. ont très bien vécu sur la planète pendant des millénaires sans savoir ce qui se passait en Inde, sans savoir. Bon, bah, on n'a jamais besoin. C'est parce qu'on est humain et qu'on a envie d'aller plus loin, qu'on est curieux, qu'on a envie de se dépasser. Est-ce qu'on avait besoin de la lumière? On avait du feu? Bah non, suffisait amplement. Parce qu'on a besoin d'un réfrigérateur. Tu peux aller tuer un mammouth et puis ça va. Non, tu vois, en fait, Là, c'est c'était tous quoi, ces en 2 trucs-là. heures, c'est ça? Euh, Ils faisaient Paris-New York en 3h30. Ouais. En 3 heures, c'est fou. Et là, aujourd'hui, c'est 7 heures, plutôt. Ouais, j'ai fait un record. J'ai fait mon record récemment, incroyable. Il nous annonce au départ de New York, j'ai fait un New York-Paris en 6h15. Il C'est est mon derrière record. le pilote comme ça. C'est le dire vent, d'aller vite. c'est dû au vent. Ok, Le pilote nous a 6h15. annoncé on avait 1 heure de retard au départ de base. On arrive dans l'avion, je suis en mode putain, c'est bon, on n'arrivera pas à 9h, on va arriver à midi avec les retards et autres. Bon, c'est pas grave, mais c'est comme ça. Et t'arrives dans l'avion et le gars te dit et déjà je le vois affiché genre 5h55 et après ça s'ajuste à 6h05. Je suis en mode attends, c'est pas Dans possible, on quel est pas monde 6h05 pour faire un pas New York-Paris. Ah ouais. D'habitude tu fais 8h, 8h30 quoi, tu vois. Ah ouais, normal. sacré diff. En Paris-New York, c'est toujours plus long que New York-Paris dû au vent justement. Là, Parce que c'était t'as- plus rapide que Paris-Toulouse, quoi. Ah, c'est Oui, incroyable, en train, c'est oui. incroyable quoi. Donc non, c'est très rigolo. Mais ouais, enfin, c'était fou et j'ai pu un petit peu en savoir plus, notamment grâce au vice-président de l'ingénierie chez Airbus qu'on avait pu recevoir dans un épisode de 20 minutes avec. Il a presque une larme à l'œil quand je lui demande vous avez travaillé sur le Concorde, on pense à l'avion de demain.
est-ce que ça doit repasser par des innovations comme le Concorde pour qu'ensuite on puisse continuer d'innover et du coup trouver d'autres solutions, d'autres alternatives, parce que je suis pour, par exemple, l'essence synthétique, enfin le kérosène synthétique. Il y a Porsche qui travaille sur le e-fuel. Je connais pas assez cette techno-là. En synthèse, Porsche, pour la compétition, dans la compétition, travaille durement sur de l'essence qui ne provienne pas exactement, qui ne provienne pas exactement. Ça coûte une fortune par bidon, c'est impossible. Pour l'instant, c'est pas du tout scalable. Mais néanmoins, c'est grâce à la course qu'on peut avoir le budget qui est dégagé par les sponsors et autres pour travailler sur cette technologie-là. Attends, Romain, c'est celui qui saura le plus répondre à cette question. Est-ce que tu crois plus à du fuel de labo ou au moteur électrique? Non, fuel de labo, sûr et certain. Ah ouais, bien sûr. Ou hydrogène. Parce que pour moi, le moteur électrique est tellement avancé déjà. Ouais, mais il y a trop de contraintes. Le moteur électrique fonctionnera dans les villes qui seront conçues pour. Le problème, c'est que la voiture électrique, pour s'adapter au monde entier, il va y avoir énormément de barrières. Déjà, il va y avoir la barrière de l'énergie fossile. Aujourd'hui, tu ne peux pas contenter une ville comme Paris avec uniquement des énergies décarbonées pour recharger les batteries des véhicules. Moi, je pensais au nucléaire, tu vois. Ben, bien sûr, mais c'est une énergie fossile, le nucléaire. Et oui, à la fin, c'est considéré comme une énergie fossile. Oui, donc je suis pour le nucléaire, mais c'est considéré comme une énergie fossile. Donc c'est des sujets méga intéressants que je maîtrise vraiment pas du tout assez pour le coup. Mais tu me demandes, moi, ma croyance perso. Non, mais je pense qu'on ira vraiment, et je le souhaite, qu'on ira plus vers de l'essence synthétique ou des mélanges, pour le coup, beaucoup moins polluants que ce qu'on a aujourd'hui, plutôt que vers de l'électrique. Ou alors, la vraie techno de demain, c'est l'hydrogène. Simplement, aujourd'hui, l'hydrogène, c'est méga compliqué en fait à déplacer, c'est très fragile, c'est très sensible, c'est vraiment pas pour tout de suite. Mais ça fait partie des technologies vraiment d'avenir aussi. Moi, tu vois, j'avais l'impression qu'on était à quelques évolutions de technologie de batterie que ça devienne un truc évident, tu vois. Parce qu'au final, si ta batterie dure extrêmement longtemps, c'est cool, quoi, tu vois. Tout est une question d'échelle. Ouais. Est-ce que l'avenir en Europe et en France, c'est la voiture électrique ? Mais oui, bien sûr. Mais si tu arrêtes de penser à ton petit nombril et que tu penses à l'Afrique, la Chine, tous les États-Unis, tu vas commencer à te dire ok, en fait, il y a quand même beaucoup de voitures à produire, il y a quand même beaucoup de gens à satisfaire, il va y avoir d'autres contraintes techniques, quoi. Et pour l'instant, les batteries, oui, tiennent très bien. Il y a des batteries de Tesla qui font plus d'1 million de kilomètres sans changer la batterie. Donc, oui, c'est en rechargeant. Ah ben bien sûr, en rechargeant. Je pensais que t'étais... Oui, voilà. Oui. Et si je dis pas de conneries, donc oui, une voiture Tesla avait déjà dépassé le 1 million de kilomètres et je pense que je dis vraiment pas de conneries ils n'ont jamais changé la batterie en 1 million de kilomètres. Donc il y a vraiment des records qui ont été faits de fou, quoi, en électrique. Et donc oui, non, c'est l'avenir dans la plupart des pays riches occidentaux. Ça, j'ai aucun doute là-dessus. Maintenant, l'avenir, c'est surtout mieux consommer. Je suis plus, avant tout, pour que les gens ne bouffent pas 1 kilo de viande en moyenne par personne et par jour, comme c'est le cas aux États-Unis, plutôt que de se dire demain, faut plus qu'il y ait de Formule 1. C'est ridicule. Il y a 20 voitures dans le monde, en fait, qui roulent une fois toutes les 2 semaines. Enfin, arrête. Ça n'a rien à voir, tu vois. Déjà, arrête. Donc, voilà, pense plus à la consommation mondiale avec le nombre de milliards d'êtres humains qu'on est. À mon sens, et ça n'engage que moi, je trouve ça beaucoup plus pertinent. Voilà. En tout cas, pour revenir sur le Concorde, j'avais noté cette tournure de phrase que j'aimais beaucoup. C'était un exploit d'ingénierie qui a jamais trouvé son modèle économique. Ouais. Et qui s'est crashé du coup en 2000. La fin était en 2003, donc tu l'as à peine connu, toi. Ouais, c'est vrai. Oui, 2003, du coup, j'avais 2 ans. Ouais. Mais qu'il l'aurait trouvé, puisque tu regardes aujourd'hui, il y a des jets privés qui sont maintenant associés à des applications de partage. Je pense qu'aujourd'hui... Mais d'ailleurs, alors attends, je crois qu'il y a une start-up américaine qui relance le vol comme ça. Ça s'appelle Boom Supersonic. Bah voilà, il l'a. Putain, super. Boom Supersonic has now repeatedly broken the sound barrier with its XB-1 supersonic flight demonstrator. Boom Supersonic, qui sont en train de relancer l'avion supersonique avec d'autres technologies, d'autres façons de faire. Plus moderne, évidemment. Exactement, méga intéressant. Donc non, c'est toujours là. Mais le besoin, évidemment, qu'il existe. Le besoin, qui n'aurait pas besoin de voyager plus vite ? C'est forcément, tu l'as. Donc je pense que le modèle économique devait se trouver à un moment. On n'avait pas les technologies qui permettaient de faire baisser les coûts. Et surtout,
l'aviation encore dans les années 2000, c'était comment est-ce qu'on peut rendre l'aviation plus agréable à déjà des milliers de passagers et puis accessible parce qu'on est bien sûr. Puis attends, t'avais pas de plat chaud encore à l'époque, hein. T'avais pas de plat chaud dans les avions, t'avais pas les télés, t'avais pas, enfin tu vois, tu voyageais pas de la même manière. Donc à l'époque, te dire j'ai l'avion supersonique pour faire 3 heures de vol, aujourd'hui faire 8 heures de vol avec les avions d'aujourd'hui, c'est comme faire 3 heures de vol avec l'avion supersonique en 2000. Ouais, donc on n'a plus les mêmes besoins non plus, et je comprends que le modèle économique à l'époque avait du mal à se trouver parce qu'il fallait déjà aussi démocratiser, je pense, l'industrie du voyage, qui était encore récente. Mais aujourd'hui, j'ai aucun doute, quand tu vois déjà le nombre de business class qu'il y a par avion qui sont en train de remplacer les classes économiques, et puis tu as aussi maintenant des compagnies aériennes qui se sont basées uniquement que sur des business class pour avoir plus de confort. Le dernier truc qui reste à proposer, c'est voyager plus vite. T'imagines le prix d'un jet privé supersonique ? C'est... je sais pas. Il y en a un dans l'histoire qui va vouloir s'en acheter un. C'est une évidence, tu vois. Mais je sais pas du tout... Déjà, les jets privés les plus fous, c'est déjà incroyable, hein, ce qu'ils sont capables de faire, le nombre de milliers de kilomètres qu'ils peuvent faire sans réatterrir et tout. Tu vois les avions du Qatar ou même de certaines personnalités publiques, franchement, c'est ouf. Je crois que c'était Kylie Jenner récemment. T'as Kylie Jenner, Lewis Hamilton qui en a un aussi, mais c'était pas aussi gros que ça. Enfin, Lewis Hamilton, on va me prendre pour un connard, mais c'est bien, mais c'est un avion, c'est un jet privé, quoi. C'est pas, tu vois. Romain Laneri a dit bof. Non, mais il y en a qui ont fait des Airbus, tu vois, il y en a qui ont fait des Airbus de base pour 300-400 passagers qui les ont transformés en jet privé. Tu vois, ça existe vraiment dans l'aviation, donc c'est quand même des trucs de fou, quoi. Mais non, je suis très curieux. Et je sais, pour le coup, c'est pas du tout une industrie où je pourrais prévoir ou imaginer quoi que ce soit. C'est tellement décrié de tous les côtés que je vois pas comment ça peut. Je sais pas. Moi, c'est pas une industrie que je connais bien, mais j'ai toujours l'impression qu'on est, je sais pas, on est toujours à l'angle du mur d'avoir une news qui tombe de exactement, en fait, exactement. Nouvelle techno et on a réglé 7 problèmes du coup. Tu vois ce que je veux dire ? J'en sais rien, mais tu sais, quand tu penses plus loin, j'ai même pas regardé, je sais même pas si ça existe, mais un avion qui fonctionnerait au nucléaire. J'en sais rien, des forces, tu vois, des forces ailleurs, quoi. Non, mais trouver, je me dis de façon très candide. Il y a des recherches sur l'avion électrique. L'avion, il est au-dessus des nuages. C'est celui qui est proche du soleil. Pourquoi est-ce qu'on pourrait pas faire un système qui ferait que l'avion soit alimenté automatiquement et suffisant pour pouvoir faire fonctionner les moteurs qui seraient peut-être électriques ou autres. Enfin, tu vois. Mais t'as des débuts d'avions électriques. Hein. Ouais, c'est tout petit. Hein, non, exactement. Et puis les vols sont très courts, mais pour le coup, il y en a déjà qui sont presque à l'état de commercialisation aujourd'hui. Quand j'avais regardé 2-3 reportages et autres, t'en as déjà qui sont sérieusement dessus. Donc, je pense que pour tous les courriers, c'est très intéressant. Enfin, moi, faire un Paris-Nice en avion électrique, j'aurais aucun... Pourquoi ? Bah, parce que la première fois, déjà parce que c'est nouveau et que c'est un peu terrifiant comme techno. Mais tu risques beaucoup moins qu'avec l'avion thermique. T'as pas de fluide, t'as pas de kérosène, t'as pas de risque. Mais c'est pas ça, mais c'est l'idée de monter dans un avion qui fasse un bruit de drone DJI. Ah, d'accord. T'imagines avant le décollage. C'est vraiment ça. C'est ça qui est un peu terrifiant. Non, je pense que ça fera beaucoup moins de bruit. C'est comme si tu compares une voiture de modélisme petit modèle réduit là avec les voitures électriques. C'est beaucoup plus puissant, c'est complètement fou par rapport au modèle thermique, mais ça fait beaucoup moins de bruit. Parce que beaucoup plus efficient, parce que sûrement des frottements mieux maîtrisés, parce que... Comme une voiture électrique, quoi. Une voiture électrique comparée à une voiture thermique, je trouve ça beaucoup plus rassurant. Même les voitures électriques, ils rajoutent du bruit, non ? Aujourd'hui, oui, mais c'est plus les marques haut de gamme, c'est Porsche qui fait ça, ou même Tesla sur le modèle S-Plaid, ou des choses comme ça. Parce que ça fait pas de bruit du tout, de base, quasiment. Non. En tout cas, si l'habitacle est bien insonorisé, t'entends rien du tout dans une voiture électrique. C'est très agréable. Moi, je trouverais ça très agréable pour le coup. Pour tous les avions qui en seraient capables, je préférerais largement voyager en avion électrique, si tu devais me poser la question. Parce que moi, les odeurs de kérosène, le bruit parfois des machines ou des turbines et autres en fonction de là où tu es assis dans l'avion, c'est quand même... ça peut être pesant, quoi. Tu vois, quand tu es en train de déjeuner et que de temps en temps, tu as des fortes odeurs... non, franchement, je trouve, je sais pas si vous avez remarqué, mais moi, je trouve que l'avion, encore aujourd'hui, c'est pas si agréable que ça au vu du moteur, du fait que ça soit un moteur thermique. Il y a quand même des grosses contraintes qu'ils ont maintenant déjà bien solutionnées. T'as plus les mêmes réacteurs aux mêmes endroits. L'avion est différent. Mais il faut aussi se dire que les avions dans lesquels tu voyages aujourd'hui, ils ont été construits il y a 10-15 ans. Et la chaîne de production des avions, c'est pas la chaîne de voitures. Tu peux pas te dire aujourd'hui j'ai une idée, dans 2 ans je vends un avion. Non, aujourd'hui, les avions qui seront demain chez Air France, ils ont été commandés maintenant pour être là dans 10-15 ans.
Donc ils sont obligés même de faire parfois des produits qui peuvent s'adapter, comme pour changer l'USB-C à l'intérieur de l'USB ou des choses comme ça. Parce que finalement, quand tu le commandes, quand tu le commandes, donc aujourd'hui en avion, par exemple, dans la cabine, tout peut bouger. Tu sais, c'est comme t'as les sièges qui sont sur des rails. Donc, tu as les arrivées électriques et autres, mais tous les sièges sont sur des rails. Donc, ça te permet de garder un avion un peu plus ancien. Et puis, tu peux changer tes sièges, tes machins, ouais. Exactement. Eh ben, on apprend tous les jours grâce à Romain Laneri. Ouais, non, grâce à toi, c'est ton sujet. Attends, c'est génial. Non, mais moi, je t'ai lancé. Et puis, moi, j'attends les commentaires. J'ai sûrement sorti des dingueries, et puis on verra bien. Mais c'est pas grave, ça n'engage que moi, comme d'habitude. C'était quoi votre premier téléphone portable? Sony Ericsson, bleu ciel avec les touches T9. Ah ben bien sûr, j'avais l'autocollant DC Shoes à l'arrière. Oh putain, collé. Qui est toujours là d'ailleurs, je l'ai gardé. DC Shoes, c'est quoi? C'est spécial, hein. Putain. DC Shoes, tu connais pas. Ah, DC, c'est... Tu vois le logo Dior aujourd'hui? C'est presque... Ah ouais, ça me dit un truc. Tu vois? Ah oui, je vois maintenant. C'est un peu un G avec un D, voilà. Et c'était les skaters qui... T'étais skater, du coup? Ah, j'ai eu des après-midi skate, mais... Romain, gros skater. Mais non. Je faisais plus de BMX que du skate quand j'étais jeune. Et toi? Moi, je crois que c'était un BlackBerry. Les tout derniers BlackBerry. Le Curve ou tout dernier? Mais il y avait des touches. Ah oui, d'accord. Donc, à mon avis, c'est le 92 ou je sais pas quoi, là, le Curve. C'est possible, j'avoue, j'avais pas classique le... Blanc. Il était noir. Noir ou blanc, ouais. Et brillant déjà ou un peu je crois mat, qu'il était plastique. Brillant. Ouais. Ok, d'accord. Ouais, je vois bien. Et ben si vous étiez né... Et toi? Moi? Bah oui. Alors, je crois que le tout premier que j'ai récupéré, c'était un téléphone. Alors là, les vieux vont se souvenir. À l'époque, ils vendaient les téléphones et le forfait en boutique France Télécom, et ils te vendaient ça dans une espèce de boîte ronde. Déjà, boutique France Télécom, t'as pas dit tout le monde. Il y avait des boutiques France Télécom. Voilà, des boutiques France Télécom. Comment ça et ils te vendaient des boîtes rondes avec un espèce d'opercule que tu ouvrais, tu avais le téléphone, la carte SIM, tout dans un seul pack. C'est des packs MobiCart. Oh putain. Oui. Ça, j'ai même pas connu trop, je pense. Parce que mes parents géraient un peu. J'avais une carte prépayée, donc je voyais pas trop. Je crois que j'ai récupéré un vieux Nokia de ma daronne dans ce genre de boîte comme ça, qui était évidemment pas du tout un smartphone, l'exact inverse. La carte SIM, tu pouvais habiter dedans tellement elle était grande globalement. C'était un truc à l'ancienne. Et c'était ça, c'était un pack MobiCart de France Télécom. Incroyable. Et après, j'ai eu un premier smartphone qui était un Nokia à l'époque où il y avait genre Symbian OS ou leur OS à eux là. C'était l'époque des téléphones tactiles, pas tactiles. T'appuyais là, ça appuyait là, tu vois, globalement. Ah ouais, pour d'accord. écrire un SMS, ça prenait 50 heures. C'était un cauchemar. Et vous vous souvenez du téléphone tablette de jeux vidéo de chez Sony? À l'époque, ils avaient sorti un téléphone un peu dans cette forme-là, comme une... Le Game Gear? Ouais, je sais plus. Non, pas Game Gear. C'était quoi ça? C'était vraiment... Le Nokia N-Gage? Oui, exactement. C'était ça. C'était ça. Incroyable. Tout ça pour dire... S'il te plaît. Que si vous étiez plus vieux, vous auriez connu le pageur ou le beeper. En français. Ça de nom seulement là, mais j'ai pas. Alors inventé, je reprends mes petites notes fabriquées avec soin, inventé dans les années 50 et popularisé dans les années 80, il permettait d'envoyer un numéro ou un petit message à une personne équipée. À l'époque, on le voyait comme un gadget réservé aux médecins ou aux traders, mais rétrospectivement, le pager était très en avance, ce qui permettait du coup une communication instantanée et mobile, la miniaturisation des appareils, et c'était un peu le début de la culture où tu es tout le temps joignable. Parce qu'avant, on est quand même dans une époque où tu voulais appeler ton pote, t'appelais son téléphone fixe, et tu tombais sur sa mère qui disait « il est pas là, il est pas rentré de l'école », tu vois, on était quand même dans cette époque-là. Il a été balayé par le téléphone portable, mais il a ouvert la voie à l'idée de la communication permanente qui structure encore notre quotidien. Et c'était vraiment un tout petit appareil, et tu le vois encore parfois dans mes notes, j'ai trouvé le truc médical, mais tu le vois dans une série médicale où tu as vraiment un espèce de rectangle comme ça à la ceinture, et tu pouvais envoyer quelques messages, c'est tout quoi. Et je trouve ça chouette parce que c'est vraiment le début, c'était une seule feature qui ensuite est rentrée dans les smartphones, c'était le petit SMS de même bien plus tard, hein. Parce qu'entre les deux, tu as eu le Nokia 3310, tu avais aussi d'autres technos, et après tu as même eu la première techno où on appelait depuis la rue, sans être... Donc à l'époque, Paul, tu avais un téléphone fixe à la maison, et souvent tu avais un immense câble qui reliait le téléphone à la prise fixe. Pourquoi ? Parce que tu pouvais te balader comme ça dans la maison avec le téléphone fixe. Sinon, il en fallait une par pièce. Parce qu'il n'était pas sans fil, bien sûr. Donc, quand ta mère, elle rentre et qu'elle devait absolument appeler tonton Jacques pour organiser le poulet du dimanche,
Bah toi, si t'étais au téléphone, fermé avec la porte, dans ta chambre en train de parler avec ton crush, et que ta mère elle en avait marre, elle avait juste à débrancher la prise, elle venait, elle reprenait le truc, elle rebranchait. Elle tirait le fil comme ça. Voilà, exactement, Ah ouais, elle savait où d'accord. t'étais. Donc ça, c'était le début. Et après, t'as eu aussi vous alliez voir sur YouTube, tu tapes premier moment avec téléphone portable dans la rue. Hi, Joel. It's Marty Cooper. Hi, Marty, he says. I'm calling you from a cell phone, but a real cell phone. Personal, handheld, portable cell phone. Non, ça c'était vraiment des moments de ouf et je pense que parmi les gens qui nous écoutent, il y en a plein qui ont vécu forcément l'arrivée aussi du téléphone portable. Et pour les gens, c'était dingue d'être dans la rue et de pouvoir communiquer, quoi. Cet épisode, je l'aime beaucoup parce que ça fait un peu Romain et en rire, explique ce que ça fait d'être vieux. Apple m'a un peu Voilà. ça. Ouais, là, je suis un peu là-dedans. Et encore, je l'ai étudié parce que je l'ai pas connu. Le téléphone fixe, je suis né en 96. T'as Ouais, pas ça connu va, le téléphone 96. fixe, quoi? Bah, le téléphone fixe, oui, mais je veux dire, je l'utilisais pas. C'était déjà un peu. Ah Il y avait ouais. déjà les premiers téléphones portables, moi, dans la famille. Donc, 96, j'avais 4-5 ans quand on était dans les années 2000. Ouais. Donc, forcément, il y avait déjà les premiers téléphones portables. Et voilà, c'est tout. Autre truc bidesque à l'époque, mais qui en fait a été une révolution pas possible, le Walkman. Pourquoi bidesque? Ben, je vais te le dire. Sony lance le C'était un Walkman. flop, le Walkman. Et ben, Sony lance le Walkman en 1979, initialement perçu comme un gadget sans grand avenir. Pourtant, il démocratise l'écoute musicale nomade, inspire l'aérobic, figure-toi, et oui, je savais pas, et change complètement la culture musicale en donnant du pouvoir à l'individualité, parce que tu pouvais choisir ta musique, effectivement, et changer ce qu'il y avait dedans. En 83, les cassettes dépassent les ventes de vinyle, boostées par le Walkman et ses variantes, plus de 220 millions d'unités cassettes vendues avant 2010. Donc on est avant l'iPod, avant tout ça. Bien sûr. T'avais ton petit lecteur de cassette et c'est vraiment le truc qui fait très années 80 même dans les films avec le casque en plastique de merde avec les bouts rouges là. Mais pour moi, c'était déjà une révolution quand c'est sorti. J'avais pas la partie de l'histoire où non, c'était moqué, quoi. Au début, il n'y avait pas la vision, mais parce qu'il fallait que ça aille avec un tout. Il fallait que ça aille avec ah ok, ce truc rentre dans mes habitudes. Ah au fait, les gens achètent plein de cassettes. Ah au fait, et en fait, tous ces trucs mis ensemble font que le truc est là, il est dispo, il est pas cher et l'habitude commence à rentrer et ça part quoi. Ah, donc au début, ça n'a pas marché la Non. première année. Pas au début. Ça a été C'est moqué au début. En fait, toutes les inventions banger, on peut les repérer parce qu'elles sont tout le temps moquées au début, quoi. Ouais, finalement. ouais, Après, c'est tous un peu les ça. trucs nuls sont aussi moqués au début quoi. Ça le problème. Tout est moqué au alors, début. moi, je finalement. pense pas. Moi, je pense que la nuance, c'est les trucs nuls ne sont pas utilisés au début et ne sont pas moqués. Ouais. Les Ouais. trucs Ils sont géniaux passés sont inaperçus. moqués au début, mais un peu utilisés. Et je vois ce que tu veux dire. Tu vois, parce que finalement, quand un truc est vraiment nul, c'est qu'il y a vraiment zéro marché, personne l'utilise. Mais c'est comme aujourd'hui quand t'as encore des gens qui me disent ah oui, tu utilises ChatGPT, non, c'est un truc pour ça va abrutir les gens. Les gens disent ça. Ah ouais, je te jure, bah oui, t'en as des 50, 55 ans, faut pas être dans tous mes repas de famille. C'est compliqué. Ah oui. La dernière fois que j'ai eu un effet comme ça, c'était il y a fort longtemps maintenant, c'est quand TikTok est arrivé. Quand TikTok est arrivé, j'ai vu toute la vague un peu cool kids de gens qui faisaient déjà du contenu sur internet et tout dire ouais, les adolescentes qui dansent et à d'autres alors machin non. Que nenni, c'était genre évident pour moi que c'était mais après moi c'est ma grande thèse personnelle qui est que quand un usage est répété dans plusieurs produits différents qui ne marchent pas, c'est que c'est un usage que les humains veulent vraiment et il va péter un jour. Typiquement la réalité virtuelle. Il y a des casques de VR depuis les années 90, ils sont de moins en moins pourris et de mieux en mieux. On n'a toujours pas atteint la forme finale de ce Non, putain de ouf, produit. Hein. de ouf. Ça fait depuis les années 90 qu'on essaye de craquer la VR, toujours pas. Apple en a fait un phénoménal, mais c'est pas pour autant que ça se vend, c'est lourd, la batterie, c'est cher, machin, nanan. Mais on va y arriver. Et puis t'as un autre phénomène, c'est que quand t'as des idées comme ça novatrices, elles viennent souvent casser un marché. Les marchés qui sont voués peut-être à être remplacés ont du coup beaucoup de poids, beaucoup de puissance, parce que jusqu'à aujourd'hui, c'est les mastodontes. Donc, tous ceux qui, à l'époque, faisaient sûrement les vinyles, les haut-parleurs pour la maison et autres, vu que c'est les premiers qui sont au contact des gens qui aiment le son et qui sont menacés, pas forcément, ils vont pas en parler en bien. Ouais. Donc, en plus de ça, c'est biaisé. C'est exactement comme à l'époque, avant Spotify, personne ne voulait voir arriver Spotify, sauf les utilisateurs, quoi. C'est fou, mais les utilisateurs, ils étaient aveuglés complets par le conglomérat des Sony, Universal et autres qui disasaient mais non, ça va voler les artistes, il n'y aura plus personne. Il y a eu la même chose sur les caméras cinéma professionnelles numériques. À l'époque, vraiment, c'était vraiment que... Il y a pareil sur le Bitcoin. Hein. Ceux qui critiquent le Bitcoin, c'est les institutionnels.
Non, mais c'est vrai. Oui. C'est les vieux qui ont des assurances vie et qui sont sur les plateaux BFM Business depuis bien trop longtemps. Mais c'est pas une monnaie. Et C'est pas une monnaie. Ça ne remplit pas les 3 gnognos d'Aristote. si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, c'est le moment. Alors, il y en a un qui est plus une bataille commerciale entre 2 technologies similaires, mais je trouvais intéressant de le ranger là. Et juste après, c'est celui pour les hauts d'œuf. Comme quoi, si vous êtes resté jusque-là, vous avez bien fait. Vous avez déjà entendu parler de la Betamax? Non. Non, pas du tout. Oh, incroyable. Alors, je pensais jamais vous surprendre avec un truc. Ok. Vous avez connu la VHS? Ouais. Bah, Ah figurez-vous. non, attends, on n'a pas entendu C'est sa quoi réponse. Ah non, VHS, c'est les... Ah non, c'est sérieux? Ah, il est sérieux? Je pensais que c'était une blague. Non, mais c'est les... oui, Henri. Eh oui. Mais non, mais Attends, pause, prendre le crayon pour enrouler, il a pas. Moi, j'ai connu. Pause. Selon toi, sans regarder mon écran. Non, non, Ok, non, merde, j'ai pas regardé, j'ai pas lu. Dit-il en regardant directement. C'est quoi une VHS? Ouais. VHS, ça veut dire cassette. C'est une technologie pour les Ouais, c'est cassettes. ça. Je sais pas Ouais. ce que ça veut dire, mais une VHS, quoi, c'est une cassette vidéo. Ok. Il y avait 2 technologies de cassettes vidéo à l'époque. Il y avait Betamax et VHS. Betamax. Et c'est VHS qui a gagné alors qu'ils étaient sous-cotés technologiquement, mais ils ont battu par le marché. Alors en gros, l'histoire, c'est que Sony lance le Betamax en 1975, qui est techniquement supérieur au VHS. Il y a une meilleure qualité d'image, de son, voilà. Mais la durée d'enregistrement était limitée, 1 heure contre 2 à 6 heures pour la VHS. Le prix était plus élevé et la politique commerciale très fermée que faisait Sony, notamment pas de licence ouverte pour l'utiliser n'importe où, va limiter son adoption. À côté, t'as JVC qui ouvre la technologie VHS à d'autres fabricants et qui va s'allier aux studios de cinéma pour le marché de la location, qui va assurer du coup au format VHS un succès massif malgré une qualité inférieure. Et c'est super drôle parce que tu peux avoir, c'est un exemple que je trouvais génial, tu peux avoir un produit super, mais si tu fais pas ce qu'il faut pour qu'il soit adopté, tout le monde s'en fout totalement. C'est ouf, ça peut revenir un peu au biais des entrepreneurs biais qu'on a cognitif, fait dans ouais. c'est vraiment ça, quoi. T'as peur d'être cannibalisé ou autre, tu veux essayer de juste diriger complètement ton marché, mais en fait tu te fais cannibaliser du coup par la fin, quoi. En fait, il valait mieux être moins greedy, Ouais. laisser d'autres gens Ouais. utiliser la techno pour qu'elle soit juste évidente dans tous les foyers. Et le marché de la location, à l'époque, on se rend pas compte, mais voilà. Mais c'était un délire. Il y avait des boîtes de location enfin, tu vois, aux États-Unis, il y avait Blockbuster très connu qui a fait tout son marché là-dessus. En France, on avait Vidéo Future et Vidéo 2000 pour louer des cassettes. T'as jamais loué de DVD? Non, non. du coup, non. Je sais pas. Mais c'est sûr que non. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais ça va. C'est-à-dire que la première fois que franchement, je suis t'allumes pas le une plus jeune. télé, genre il y avait déjà Il y avait du YouTube. contenu. T'avais pas de lecteur DVD quand t'étais enfant. Si, lecteur DVD, mais Ah, ok, j'allais ok, pas ok. louer des DVD, quoi. Ok. J'en avais Ah, dans c'est la... ouf. enfin, on en J'adore. achetait et tout, mais j'allais pas louer, quoi. Ouais, Ok. ça m'a pas... Je crois que les Non, premiers non, trucs que jamais j'ai fait. vus quand j'étais gamin, moi, j'avais pas de télé chez moi, mais chez ma grand-mère, il y avait une télé et elle m'avait acheté les films Pokémon sur cassette. Bah oui, bien sûr. Et je cramais les mêmes films Pokémon sur cassette à Un chaque fois. jour je serai Le meilleur des sœurs. Putain, ça c'était incroyable. T'avais la C'était- cassette qui se lançait, c'était fou. C'était Moi, phénoménal. premier souvenir, ouais, c'était, on avait, bon, bah, c'est Monaco, hein, 2,2 km². Donc, il y avait qu'un loueur de DVD. Surtout Monaco. Ah, bah oui. Ah ouais. Après, c'est la Bah taille oui. d'une ville, hein. En vrai. Après, il y en a je- qui vont dire, eh ben, Monaco, ils ont pas besoin de les louer, ils pouvaient les acheter. Donc, C'est vrai, donc pourquoi aussi, faire? il y avait une Fnac, tu vois, donc c'est vrai, on pouvait les acheter. auraient pu faire une usine de DVD. Puisqu'ils ont plein d'argent. Ils ne prennent pas des DVD, ils vont au théâtre. ils auraient pu payer les acteurs pour jouer le film. C'est ça, en fait. Ils appellent direct les acteurs. Il n'y a pas de télé là-bas. C'est juste des scènes comme ça. C'était mes premiers souvenirs. Très drôle. C'était le dimanche. Et on avait une règle avec ma sœur, c'est qu'on pouvait démarrer le film que quand on avait bien tout préparé pour dîner. Si le dîner n'était pas parfaitement là sur la table devant la télé pour faire une soirée plateau télé, on ne devait pas démarrer le film. Je C'est comprends. un truc qui m'a trigger. c'est mignon. Franchement, je Je comprends. trouve ça très drôle. Voilà. Eh ben, écoute, pour le dernier, j'ai pensé à Feu Léo Duff du podcast Speakeasy, puisqu'on va parler de l'aspirateur Dyson. L'aspirateur Ok. Dyson, tu connais l'histoire, Romain, j'imagine. Je répète un peu pour tout le monde. James Dyson donc lance le principe cyclonique sans sac en 93 après 5127 prototypes. C'est incroyable. Ce Ah gars, ouais. la résilience, lui, c'est plus un mot, quoi. C'est une façon de Non mais vivre. le mec était monomaniaque globalement. C'est incroyable. Il y Euh, croyait, quoi, en fait. C'est ça.
Oui, je sais même pas qu'il y croyait. Voilà, qu'en c'est une fait, maladie, 5000 essais, c'est... Je pense tu qu'il vois. a, dé- Ouais, je il me a- rends pas compte en fait. il a dédié 5 sa vie à 000 faire ce putain d'aspirateur. Exactement. C'est ça, quoi. Tu vois. Et Sur toi, combien d'années, James, du coup ouais, aspirateur, super. Et donc, Juliette, comment ça va, toi Ça fait 19 ans qu'il essaie de faire son exactement. putain C'est d'aspirateur. vrai, c'était sur combien d'années du coup? C'est 5000 prototypes. Tu l'as, toi? Non. J'ai pas le début. Je sais qu'il le lance en 93. J'ai pas quand Ok. est-ce qu'il a commencé. Après, 5127 aspirateurs, tu fais le décompte de combien d'aspirateurs tu peux faire par an. Et Ouais, je me rends pas compte. C'est Quentin Cugnot qui en a parlé dans une vidéo YouTube, si vous voulez Ah, aller ok. voir l'histoire un peu plus de James Dyson. C'est en 1993, après plus de 5127 prototypes, que le premier aspirateur est commercialisé sous le nom de Dyson. Et au début, figure-toi, donc c'est le sujet de ce podcast, c'est vu comme un gadget cher et inutile par l'industrie. Dyson essuie les refus des leaders historiques Bah ouais. qui profitent de la vente de sacs d'aspirateurs. Même histoire Voilà. que pour l'appareil Kodak. photo numérique. Monopole. C'est assez incroyable. Pourtant, ces innovations vont transformer le secteur et forcent tous les concurrents à suivre. Dyson en devient le leader mondial avec une croissance explosive après l'adoption massive de ses modèles sans sac et connectés. Voilà, c'est une petite histoire. Après, vous pourrez avoir du coup la vidéo complète si ça vous intéresse. Mais je trouvais ça intéressant parce que je sais que Léo est aussi très fan de Dyson. Mais cette façon de faire un aspirateur qui a été copié maintenant depuis par 12 000 autres fabricants, tu vois, ça a pris 5127 prototypes. Et dès que ça sort, l'industrie trouve ça éclaté. Ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'à l'époque, t'avais pas le pouvoir de la communication n'était pas encore dans les mains des utilisateurs. Ouais, il n'y avait pas les réseaux sociaux, donc ça changeait. Aujourd'hui, il y a Ouais, une c'est innovation de ouf qui plaît à l'utilisateur. Sac ou pas sac, monopole ou pas monopole, de quelle boîte, on en a rien à foutre. ChatGPT, L'utilisateur, il ouais. prend son TikTok, il fait des contenus. Ça aurait été c'est réglé en banger. 6 mois. Exactement. Ouais, c'est ça. Et pour en avoir parlé avec le fondateur, du coup, le cofondateur de Shark Ninja, qui a créé les Air Fryer, c'est exactement ça qui leur a permis d'exploser. Parce que il me dit quoi? Il me dit, mais attends, t'arrives sur un marché où il y a Samsung, Siemens, qui font des fours de fou. Les fours, c'est une plus-value dans les cuisines. Bah ouais. On vend ça en plus. T'arrives avec un produit que tu vends à travers Amazon pour 150 balles et tu dis que tu fais la même chose, mais on va te fusiller la gueule en fait, mon gars, t'as pas compris. Et finalement, c'est les réseaux sociaux qui l'ont transformé. Ils ont juste eu, exactement comme les réunions Tupperware, à l'envoyer aux utilisateurs qui ont dit, bah c'est génial. Ouais. Ils ont raison, on peut se passer d'un four. Et je pense que pour Dyson, c'est pareil, c'est en fonction du timing. Tu fais aujourd'hui une révolution dans un monde aujourd'hui qui est protégé par un monopole, peut-être par certains. Le mixeur plongeant, n'importe quoi. Et Ouais. voilà. Et Tu vas avoir 15 000 600. on l'a eu, le Bob lave-vaisselle, là. Oui, tu Ah vois. oui. mais c'est vraiment bien, Bah ouais, d'ailleurs. exactement. Donc c'est tout. Et je pense que c'est ça qu'il faut. C'est quand les gens aujourd'hui, j'en entends beaucoup dire oui, on est manipulé toujours, soit par le marketing, la politique ou autre. Je suis en mode, mais on n'a jamais été aussi libre de dire ce qu'on veut, quand on veut, au monde entier, dans la langue qu'on veut. En fait, c'est... Non, mais à l'époque, vraiment, t'étais façonné par le magazine et les pubs que t'allais voir, Et les 3 chaînes de télé. les 3 chaînes de télé, et pour le coup, ce qu'on allait te dire au bureau de tabac sur la politique du coin, quoi, tu vois. Mais l'époque, elle est marquée par la fin des gatekeepers, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Dyson, il a pu aller voir, genre, regardez, fabricant d'aspirateurs, regardez ce que j'ai fait. Il s'en fout, en fait. Aujourd'hui, il aurait fait un Kickstarter. Complètement. Non, mais tu vois, enfin, Ouais, genre, exactement. Ouais, c'est clair. genre, Exactement. il aurait fait 4 TikTok, un Kickstarter, et c'est parti, en fait, tu vois. Quand t'as la bonne idée, faut juste te lancer, quoi. Aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas meilleur timing que pour lancer un nouveau produit, un concept et le tester très rapidement sans engendrer 1 euro de frais, quoi. J'aurais adoré voir sa vidéo Kickstarter. Bonjour, je suis le fou des aspirateurs. Derrière moi, les 5000 essais foirés. Enfin bref, ce que je veux dire, c'est que... ça va être incroyable. Voilà, écoutez, c'était des petites histoires de trucs qui étaient sous-cotés et qui, au final, ont Ça nous a fait plonger. marqué leur époque et qui sont restés gravés dans la roche. C'était intéressant, merci Henri pour ces beaux sujets. Mais ça me fait plaisir. Prochain épisode, si vous êtes abonné. Oui, sinon pas d'épisode. Plus jamais. Merci. Au Salut. revoir. Ciao. Salut.